Aujourd'hui, nous allons aller un peu loin, en tout cas dans une région beaucoup plus loin que l'Afrique de l'Ouest, aller en Afrique australe et parler du Mono Motapa, que certains aussi appellent le Zimbabwe, mais les sources désignent plus généralement sous le terme de Mono Motapa. Avant de commencer, nous allons prononcer quelques proverbes d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Il y a un proverbe tanzanien qui dit « Se tromper de chemin, c'est apprendre à connaître son chemin ». Un autre proverbe africain dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur ». Nous avons également un proverbe zambien, donc l'actuelle Zambie, une partie de la Zambie faisait partie du Mono Motapa dont nous allons parler aujourd'hui. Ce proverbe zambien dit pour se débarrasser de la colère, il faut arracher d'abord la racine. Donc ceci donne le ton sur notre émission, mais on peut aussi ajouter une célèbre citation d'un grand intellectuel sénégalais, l'écrivain, réalisateur, acteur et scénariste sénégalais Ousmane Sembène, qui disait « Si les Africains ne racontent pas l'Afrique, elle disparaîtra ». Et voilà pourquoi nous racontons l'Afrique, parce que nous ne voulons pas que l'Afrique disparaisse. Alors, nous allons parler du Grand Mono Motapa. Dans cette émission, je vais présenter donc c'est quoi le Grand Mono Motapa, quelles sont les sources pour comprendre, étudier et analyser cette histoire, les origines, un empire qui était prospère, comment il était organisé politiquement, les relations avec le reste du monde, notamment avec les Portugais qui débarquent au Mono Motapa et les changements qui sont intervenus par la suite. Puis je finirai avec la longue décrépitude du Mono Motapa. Ça va nous prendre un peu une vingtaine, peut-être 30 minutes, mais c'est important aussi de comprendre ce qui s'est passé dans cette région de l'Afrique. Alors, le Mono Motapa, géographiquement, il est situé entre les fleuves Zambèze et le Limpopo, en Afrique australe. Et sur aussi une région où il y a des hauteurs, des plateaux et un climat aussi salubre, où subsistaient des populations relativement denses. C'est une région donc qu'on peut dire un peu isolée, et de nombreuses civilisations bantoues qui se sont succédées dans cette région de l'Afrique. Mais surtout aussi, son sol est riche en gisements, notamment en or, en cuivre, qui va aussi attirer les populations. Alors, pour commencer comment on appelle ça, l'introduction de l'empire, comment il est né, il faut rappeler que l'empire Mono Motapa, il porte, comme j'ai dit, plusieurs noms, le Zimbabwe. Le mot Mono Motapa vient de deux termes, Mwene, Mutapa. Mwene, c'est le titre que portait le souverain. Donc, j'ai expliqué la dernière fois que dans les empires et royaumes africains, l'empereur ou le roi avait un titre. La dernière fois, j'ai parlé du Mali, j'ai parlé de Mamsa. Ici, ce sont les Mwene. Et Mutapa, c'était un des royaumes qui a dominé et a existé de 1450 à 1628. La contraction des deux, donc, de Mono Motapa, mais il est connu aussi sous le terme de Zimbabwe. Donc, il est situé au sud-est de l'Afrique, il recouvre les territoires actuels du Zimbabwe, du Mozambique méridional et au sud donc du Zambèze. Une partie du Malawi, sans éventuellement touchant une petite partie de l'actuelle Zambie. Le corps de l'empire Mono Motapa est conçu donc, comme je l'ai expliqué, par des hauts plateaux qui peuvent atteindre 1000 mètres d'altitude et donc une position géographique qui la mettait un peu en sécurité. À cela s'ajoute aussi qu'elle est séparée des régions inhospitalières, notamment en allant vers le sud, par un grand désert du Kalahari, qui la sépare des civilisations Zoulou et ce qui se passe en Afrique plus au sud. Mais il était accessible par le fleuve Zambèze, qui est navigable jusqu'au rapide de Cabora Bassa,
et par le fleuve Sabi qui continue les montagnes d'Yanga par le sud. Nous avons quelques cartes qui ont été laissées à l'époque, notamment par les explorateurs portugais, mais aussi par d'autres. Il y a un certain nombre de sources qui ont permis d'apprendre cette histoire-là. Les géographes arabes qui ont beaucoup écrit sur l'Afrique du Sahel et de la savane ont également été en contact avec le Monomotapa, notamment dans sa partie sur l'océan Indien, à travers les ports de Kilwa, Mombasa, où se faisait un certain nombre d'échanges. Ils ont écrit sur les relations avec cet empire-là. Ensuite, il y a les sources européennes qui sont certes assez tardives avec l'arrivée des Portugais, mais aussi qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Les Portugais ont pris le relais des Arabes, ils se sont installés à Sofala, Kilwa et dans d'autres parties aussi. Et on peut ajouter les sources archéologiques. L'archéologie, bien qu'elle ait fait ses preuves assez tardivement, notamment les fouilles qui ont été effectuées dans l'actuel Zimbabwe, dans la capitale, a permis donc de reconstruire la grande muraille du Zimbabwe. Elle est donc récente parmi cette liste de sources qui ont permis d'étudier le Monomotapa. Donc nous n'allons pas rentrer ici dans les différents auteurs, mais si on veut parler par exemple des sources portugaises qui sont très importantes, on peut parler de Vasco da Gama, qui a donné des informations très pertinentes sur l'histoire de l'apprentissage du Monomotapa. On peut parler des textes faits par Camões, Lusíadas, João Barros, ou tous ceux qui ont été établis sur les ports de Kilwa, Sofala et qui sont allés un peu en contact avec ces régions-là. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer ici dans cette émission. Il y a aussi les documents laissés par les géographes arabes et comme j'ai expliqué, à cela s'ajoutent donc les sources archéologiques et sans doute la tradition aussi de ces régions-là, les traditions orales. Même si elles sont un peu négligées, elles sont moins énormes, moins costauds que dans le monde mandé en Afrique de l'Ouest. Ici aussi, la tradition orale aussi a permis de reconstituer ces sources-là, cette histoire du Monomotapa. Alors, pour aller dans la première partie de cette émission sur l'origine, c'est important de rappeler c'est quoi l'origine du Monomotapa. Alors, la période pré-Monomotapa, c'est-à-dire celle du Zimbabwe, se situe entre le 4e et le 15e siècle. Avant cette période, on ne parlait pas encore du Monomotapa, on parlait du royaume du Grand Zimbabwe, dont on porte aujourd'hui encore le nom du pays Zimbabwe. Dans les premières années de l'ère chrétienne, avant le 4e siècle, des agriculteurs, des mineurs, nommés donc Batonga, arrivent du sud du Zimbabwe et s'installent dans les régions minières de l'ouest. Vers le 9e siècle, arrivent les bâtisseurs appelés les Shona. C'est encore un peuple du Zimbabwe qu'on retrouve aussi dans cette région-là. Ceux-ci laissent leurs empreintes par la construction d'agglomérations de pierres, dont les plus remarquables et les plus vastes sont celles du Grand Zimbabwe, qui sont construites entre le 12e et le 15e siècle, c'est-à-dire vers 1100 et jusqu'à 1450. D'ailleurs, le terme Zimbabwe nous renseigne clairement sur les fondateurs de ce royaume. Il est dérivé du forme Zimbabwe-Mawe. Zimbabwe-Mawe est un mot Shona, dialecte de Chikarenga, qui signifie la grande maison faite de pierre. Le site lui-même est désigné sous le nom de Grand Zimbabwe par opposition à d'autres sites similaires mais plus petits appelés aujourd'hui Zimbabwe, etc. Alors, le monument national du Grand Zimbabwe est de nos jours classé patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut donc retenir à l'origine que c'est le royaume de Zimbabwe qui dominait cette région. Puis, au début du 15e siècle, arrive un nouveau groupe d'agriculteurs, de pasteurs qu'on appelle les Vakaranga ou Mokaranga, ça dépend, le nom peut changer selon les sources. Ces derniers seraient venus du Shana actuel, ils étaient dirigés par le clan militaire des Rosby. Vers 1440, un certain Nyatsimba Mutota, connu aussi sous le nom de guerre de Mutapa, donc du clan des Rosby, entreprend la conquête du plateau rhodésien. Ceci est expliqué clairement dans le livre de Randalls, publié en 1974, qui parle de cet empire-là.
Les traditions orales, quant à elles, parlent de l'avènement d'un souverain héréditaire, le Monumo Tapa, maître du pillage, dont le premier fut Mutota. Et ceci est tiré aussi du livre de Alpers dans les années 1970, à la page 203, il évoque le règne de Mutapa. Mutota et son fils Mutope élargit le territoire du Monumo Tapa vers le nord en déplaçant la capitale dans la région, dans la direction du Grand Zimbabwe. Ce dernier est cité aussi par les différentes sources comme étant un chef bantou qui serait venu du nord. Il réussit à conquérir le royaume du Zimbabwe et fonde par la suite un nouvel État plus vaste et plus multi-ethnique. Son successeur Matope, 1450-1480, est décrit comme un grand conquérant qui mena une véritable politique d'expansion du nouvel État. Sous son règne, le Monumo Tapa s'étendit sur un vaste territoire englobant, comme je l'ai expliqué à l'entrée, la quasi-totalité de l'actuel Zimbabwe, une partie de Mozambique, limitrophe une partie du Malawi et touchant l'actuel Zambie. En soumettant les royaumes et chefferies alentours, il parvient ainsi à créer un grand État fédéral qu'on appelle aussi empire. C'est sous Mutota que vraiment on parle de l'empire et qui est retenu comme étant donc vraiment le fondateur. Les Portugais, une fois qu'ils arrivent, utilisent le terme Moene Motapa, signifiant seigneur des terres dévastées, c'est leur terme, et traduit incorrectement aussi par seigneur des mines. Cette étymologie vient conforter la tradition orale selon laquelle la fondation de l'empire remonte à la première moitié du XVe siècle et elle est l'œuvre d'un prince zimbabwéen nommé Yatsimba Mutota, qui aurait été envoyé au nord du royaume pour accéder à de nouvelles lignes de sel. Toujours selon certaines sources, notamment orales, Mutota aurait fait la conquête de ces terres qui appartenaient au Sona et aurait créé la capitale Zimbabwe sur les rives du Zambèze. Il devient donc le Monumo Tapa. Le Monumo Tapa est un empire composé d'une métropole, donc Zimbabwe, le Grand Zimbabwe, directement dirigé par l'empereur et des royaumes tributaires qui conservent chacun leur roi et leurs traditions. On voit ainsi le génie de ces peuples africains capables de dépasser les différences ethniques, religieuses et culturelles pour vivre en bonne harmonie et dans un gigantesque espace politico-économique. Ce que les dirigeants de l'Afrique contemporaines sont quasiment incapables de faire aujourd'hui quand on voit la multiplicité des États et les frontières, les barrières et l'absence de politique d'intégration dans le continent. L'Afrique donc du XXIe siècle, selon nous, doit aussi s'inspirer de ces grands espaces, ces grands États du continent de l'Afrique précoloniale. Le Monumo Tapa est décrit comme un empire prospère. Il est économiquement riche selon les sources que nous avons citées, à la fois arabes, portugaises, mais aussi la tradition orale et même archéologique. Pourquoi il est riche? C'est grâce à son union et sa capacité de tirer profit des atouts disponibles, parmi lesquels le commerce de l'or avec les marchands étrangers. Tout comme par exemple le Kayamaga dans le Ghana ou bien le Mansa au Mali, le Monumo Tapa lui aussi avait le monopole de l'or. À l'instar de son aîné ouest-africain, il est le seigneur des métaux. On sait aujourd'hui que les régions qui couvrent la partie de la République populaire de Mozambique et de la République du Zimbabwe, une partie du Zambie et du Malawi, forment une zone très abondante en cuivre, en or et en fer. Les grandes compagnies du monde partagent de nos jours les vitaux contrats d'exploitation des métaux dans cette région de l'Afrique australe. Selon Davidson, on a révélé des milliers d'anciennes exploitations minières, peut-être jusqu'à 60 000 ou 70 000. Ça, c'est tiré d'un article de Davidson dans Histoire générale de l'Afrique au volume 4, page 30. Toutes les ressources, qu'elles soient européennes, arabes ou africaines, s'accordent donc sur ce fait-là. Le Monumo Tapa produisait et exportait beaucoup d'or. Ce métal précieux est prélevé dans les cours d'eau et dans les mines souterraines. Il est vendu sur les côtes de l'océan Indien, dans les ports appelés comptoirs où sont établis les marchands arabes et plus tard européens. Le plus important est celui de Sofala, où des marchands arabes, donc la ville de Sofala se trouve dans l'actuel Mozambique. Les Arabes organisent un commerce de l'or depuis le Xe siècle.
Comme on le remarque, le métal jaune était non seulement vendu aux marchands arabes, mais aussi aux Portugais quand ils arrivent au 15e siècle et au 16e ensuite. En retour, donc, le Monomotapa reçoit de ses partenaires commerciaux des articles qui lui faisaient défaut, notamment des produits manufacturés et surtout des textiles luxueux venus d'Inde. Grâce à l'abondance de l'or, le Monomotapa était devenu une sorte de fantasme, bientôt une convoitise pour beaucoup de puissances du monde médiéval. À cause de ce métal jaune, l'empire du Monomotapa a eu un autre effet indirect sur l'histoire de l'Afrique australe. L'or de l'empire inspira aux Européens la croyance selon laquelle c'est le Monomotapa qui détenait les légendaires mines du roi Salomon mentionnées dans la Bible. La convoitise de l'or fut l'un des facteurs qui conduisit la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, à fonder la colonie du Cap dans l'actuelle République de l'Afrique du Sud. Ces légendes ne sont pas la seule raison expliquant la fondation de la ville, mais en explique une grande partie. Il faut aussi noter que, par exemple, il y a une certaine idée de l'Eldorado de cette région-là. Les noms Ophir, de l'hébreu port ou pays biblique connu pour sa richesse en or, ou bien le terme Zanzibar, signifiant depuis l'Antiquité la côte des Noirs, ou le mot Zanzibar ont agi comme des aimants sur les colons néerlandais et autres européens, même orientaux. Au 19e siècle, on réalisa que ce n'est pas l'empire Monomotapa, mais l'Afrique australe actuelle qui avait les plus grands réserves d'or, mais ce qui devient plus tard Johannesburg. De toutes les façons, nous sommes dans la même continuité géographique. Toute cette région, donc, a beaucoup de ressources minières. Et ça va continuer aussi les relations avec le commerce de l'ivoire, avec les Arabes venus en majorité du Yémen, mais aussi des Hindous, donc des Indiens de l'Inde et même des Indonésiens, ce qui contribua donc à l'enrichissement de l'empire. Un auteur arabe du nom d'Ibn Battuta, auteur donc qui a fourni des témoignages écrits sur certaines régions d'Afrique, révèle qu'en 1331, lors de sa visite à Kilwa, l'importance du fort Sofala et sa position de carrefour dans le commerce entre l'Afrique de l'Est et le monde arabe et l'Orient était réelle. Il note que les commerçants arabes, indiens, indonésiens et chinois même, il parle de cette expédition de Cheng Ho entre 1405 et 1433, ils venaient échanger des épices, la soie et la porcelaine contre du fer, du bois, de l'ivoire et surtout l'or du Monomotapa, dont la production est estimée à 10 tonnes par année durant le 15e siècle. Ce qui était vraiment loin d'être négligeable et qui montre aussi cette ouverture de l'Afrique sur le monde pendant cette période-là, contrairement aux idées répandues que l'Afrique n'avait pas de relations internationales avec le monde avant les États actuels. La découverte archéologique confirme en outre l'existence d'un grand nombre de commerces comme le verre syrien, la faïence persane, le calédon chinois, le céladon chinois. Le Monomotapa protégé donc des convoitises par les bases de terre insalubres, la difficulté de navigation sur les Zambèze et le Limpopo et le secret bien gardé de l'emplacement des mines, donc en faisait donc un empire assez protégé et sécuritaire. L'agriculture aussi occupait une place très importante, vraiment non négligeable dans l'économie du Monomotapa. En effet, on est dans une région de plateau dotée d'un climat très propice à l'agriculture. Il y a beaucoup de pluie et puis le cœur de l'empire est constitué par des plateaux, comme nous l'avons mentionné en début de présentation. C'est une région dotée de terres fertiles, propice à l'activité agricole et qui bénéficie des cours d'eau, de l'irrigation. D'ailleurs, quand les Britanniques ont colonisé la Rhodésie nord et sud, ils en ont fait une colonie de peuplement à cause de l'agriculture et leur besoin d'exploiter ces terres-là. Donc c'est ça qui a même entraîné la révolte dans les années 1975-80 et l'indépendance de la Rhodésie qui devient le Zimbabwe. Et le fait que les autorités du Zimbabwe ont chassé donc les colons qui étaient installés. Encore aujourd'hui, il y a des populations blanches d'origine britannique qui vivent dans cette région-là, qui sont devenus donc des Africains du Zimbabwe. Le Monomotapa est un espace privilégié en plusieurs points. En plus de conditions agricoles favorables, on note que sur le plan sanitaire, son altitude le protège de la mousse Tsetse qui infecte les vallées fluviales. Si
Ailleurs en Afrique, cet insecte faisait des ravages, notamment chez les bovins et les caprins, rendant la pratique de l'élevage de bétail presque impossible. Tel n'est pas le cas au Monomotapa. En raison de l'importance du commerce des bovins dans l'économie du Zimbabwe, du Monomotapa de façon générale, il a été émis l'hypothèse que cet empire a pu développer dans ses premières années en utilisant le bétail comme moteur catalyseur de son économie. Et ceci est expliqué dans le livre de Puiti, paru en 2004 à la page notamment 267 et 277. Il nous explique comment le Monomotapa s'est appuyé sur l'agriculture, même aussi sur l'élevage, le commerce et puis les mines pour se développer. Donc à cela, il faut ajouter que il y avait aussi des tributs et des taxes qui étaient payées au royaume par les royaumes soumis au pouvoir central. C'est une manne récoltée qui va faire de l'empire un empire opulent. L'empereur prélevait une partie de l'or extrait des mines. Ces taxes sont étudiées et expliquées par Nikis et Smith dans leur livre paru en 2017 sur le Monomotapa, notamment à la page 902-903. Sur le plan économique, on remarque donc que le Monomotapa est aussi été très florissant que les autres empires médiévaux africains que nous avons évoqués et les autres dont nous allons parler plus tard. Tout cela a été possible à cause d'une excellente organisation politique, économique et sociale. Sur le plan économique, on peut dire, à l'instar des autres empires médiévaux, le Monomotapa était doté d'une bonne organisation. L'empereur était à la tête du gouvernement et de l'armée. Pour gouverner, il est aidé par 9 ministres ayant chacun une fonction particulière. Par exemple, le gouverneur des provinces avait pour rôle de maintenir la soumission des États vassaux. La ville du Zimbabwe servait de capitale à l'empire du Monomotapa. Les ruines du grand enclos de cette ville sont encore visibles. Il s'agit d'un espace circulaire protégé par des murailles construites avec des blocs de granit et dont la hauteur atteint 11 mètres, très élevée. À l'intérieur du grand enclos, on trouve des habitations en pisé, mélange de pierre et d'argile. C'est dans ce lieu que l'empereur vivait avec sa cour. Les rois des provinces vassaux jouaient également un rôle important. Bien qu'il existe un peu d'informations sur leur origine, certains historiens estiment que ces seigneurs vassaux, connus sous le nom de fumos en portugais, transmettaient leur position à leurs descendants. Les mères, les épouses et les seigneurs jouaient un rôle important également dans la politique régionale en tant que conseillères et ambassadrices. Ces femmes pourraient même avoir interagi avec des Européens venus dans la région. C'est une information tirée du livre de Rodrigues qui est paru en 2015 également, qui parle du Monomotapa. Le dirigeant de chacun des royaumes vassaux était lui-même connu sous le nom de Mutapa, ce qui peut rendre certaines sources déroutantes lorsqu'elles se réfèrent à la fois à l'empereur et au royaume, à cause de cette ressemblance des noms-là. Notons par ailleurs que l'archéologie a permis de reconfigurer le site du Grand Zimbabwe et sa fonction politique administrative. La tradition orale a elle aussi fourni différents noms des empereurs et des rois ayant dirigé sur le Monomotapa. En effet, dans les récits oraux, l'empereur regroupa sous sa domination plusieurs royaumes habités par des peuples bantous. Des noms et même des dates très précises ont été avancés. Par exemple, Yatsimba Mutota, 1430-1450, Matope Nian Hewe, Nebedza, 1450-1480, Mavura Mabombwe, 1480, et jusqu'à 1000. Lui, il a fait seulement une année. Mukombero Niamhua, 1480-1490, Shangamir, 90-1494, Kakuyo, Komun Yaka, 94 jusqu'à 1530. C'est un des plus longs règnes, etc. Et il nous parle comme ça des souverains qui ont régné pratiquement jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Donc ça, c'est tiré de la tradition orale avec des dates très précises qui sont confirmées aussi par d'autres sources. Il est donc important de comprendre l'importance des sources orales dans l'histoire africaine. Il faut noter aussi que la présence portugaise va avoir des impacts sur le Monomotapa à partir donc dans la deuxième
vers la fin du 15e siècle, dès que le Portugal tisse des liens avec le royaume, avec l'empire du Monomotapa, ça va être une nouvelle étape qui arrive. Donc l'arrivée des explorateurs portugais va avoir vraiment des conséquences dans l'évolution de l'empire du Monomotapa. Si au début les relations étaient timides, quelques années après, quelques décennies, on va voir, elles vont s'intensifier. Les côtes du Mozambique, qui présentent plusieurs sites intéressants pour installer donc les relais nécessaires à la navigation, étaient convoités par les Portugais. En 1516, les Portugais créent donc des comptoirs à Sofala. En tout cas, ils ne les créent pas, mais ils les renforcent, puisque c'était des comptoirs qui étaient là depuis le commerce avec le monde de l'océan Indien et du monde arabe. Lorsqu'ils s'installent à Sofala, leur objectif était de contrôler le commerce de l'or et le plateau de l'océan Indien. Mais les Arabes qui s'étaient établis au nord des embouchures du Zambèze à Angoche continuent d'exercer ce monopole-là. Et ça va être sous la direction de Gaspar de Veiga dans les années 1530 que les Portugais procèdent à la reconnaissance et créent des établissements. À côté, par exemple, Sena était sûr de servir de point occupé par eux. Les relations continuent, les Portugais restèrent donc sur une position d'infériorité au moment, mais vont avoir une position de force plus tard. Et une fois que les Portugais occupent cette position de force, on va voir que ça va être un peu difficile pour le Monomotapa, notamment dans les années 1550, où les Portugais, vraiment au XVIe siècle, donc, deviennent une sorte de maître sur cette région-là, avec les armes qu'ils ont introduites, avec une nouvelle politique. Et puis, il faisait donc figure vraiment de puissance et ont pris le contrôle sur le commerce qui était monopolisé jusque-là par le monde de l'océan Indien et des Arabes. Donc, en plus de cela, les Portugais vont chercher à dominer l'empire, même à l'envahir et puis à faire en sorte qu'ils tirent des esclaves dans cette région-là. Et vers 1580, on va dire que plus de 1000 hommes dirigés par Francisco Barreto vont tenter donc de prendre le contrôle des mines et il va utiliser un prétexte donc pour que le Portugal envahisse ces régions. Mais aussi ils avaient besoin non seulement de l'or, mais aussi des dents d'éléphant, de rhinocéros, tout ce ivoire-là qui était vraiment très nombreux donc, dans cette région-là. Donc ils sont désormais des intermédiaires obligés. Le Monomotapa garde un certain temps sa force, mais va commencer à s'affaiblir progressivement. Notamment sous un roi qui s'appelle Mavura Makinde Philippe, qui entame le déclin donc, de cet empire-là. Le début donc de la fin du Monomotapa peut être placé dans les années 1630, même s'il a survécu fragilement 2 siècles plus tard. Vous savez qu'un empire peut décliner et rester sur une pente descendante pendant très longtemps avant de disparaître. Et c'est vraiment avec la colonisation européenne que le Monomotapa va disparaître, mais le déclin a commencé vraiment dans les années 1730. Donc le géant de l'Afrique australe va connaître sa longue période de crépuscule avant de disparaître. Donc il a périclité pour diverses causes, à la fois internes et externes, comme je l'ai expliqué. La menace la plus sérieuse donc, est venue du roi vassal du Monomotapa, à travers la politique de diviser pour régner. Donc les Portugais ont réussi à retourner certains royaumes contre le pouvoir central. Et dans ce cas, le roi Inhamunda a été appuyé par les Portugais qui le présentèrent comme un ami contre le pouvoir central dans le but de déstabiliser l'empire. Donc cette fameuse politique de diviser pour régner existe encore dans l'actuelle Afrique, où il y a des chefs d'État qui sont soutenus par des impérialistes contre d'autres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil sur ce point-là. Donc, Inhamunda, lui, il contrôlait les terres allant de l'océan Indien en montagne d'Inyanga, et il bloqua le commerce entre le port de Sofala et le plateau, ce qui va asphyxier donc le cœur de l'empire du Monomotapa.
Et il a obtenu des armes un peu plus sophistiquées, donc des Portugais. Ça, c'est une raison qui a précipité. Plus grave encore, les Portugais ne cherchaient rien d'autre qu'un moyen facile donc, pour trouver des esclaves. Favorisant les guerres, ils vont remplacer donc, prendre les esclaves capturés dans ces guerres-là et les envoyer notamment dans des régions comme le Brésil ou dans les Amériques. Ce qui va entraîner la croissance rapide des esclaves, mais aussi dans certaines régions de l'océan Indien, même jusqu'à Madagascar, hein, des esclaves Makua. Quand on parle de Makua, ça vient de ces esclaves de Mozambique. Ou bien même on les appelle carrément les Mozambiques. Donc c'est des esclaves qui ont été pas recrutés mais capturés, excusez-moi du terme, capturés par ces Portugais avec des rois africains qui ont été de leur côté. Confronté à des séries de problèmes internes et externes, le Monomotapa déplaça sa capitale à Tété, dans la basse vallée du Zambèze pour sauver ce qui reste de l'Empire. N'ayant plus de force ni d'alliés, ne sachant plus à quel sein se vouer, il sollicita la protection des Portugais. Alors que ce sont ces mêmes Portugais qui sont en train de la déstabiliser, mais ils sollicitent. Et ça va encore être un coup dur puisque une autre guerre va éclater et puis le Portugal va s'immiscer dans les affaires du Monomotapa. C'est ça qui a vraiment entraîné le déclin, mais aussi un certain nombre de querelles de succession et le fait que quand un empire s'affaiblit, les royaumes qui composaient cet empire vont chercher à se libérer et n'ont plus de patience pour reconstruire ce qui était leur force avant. Pour finir, donc, le Monomotapa a commencé comme les autres empires africains et a fini exactement comme eux. En effet, il est passé de petits royaumes qui, grâce à des rapides conquêtes, a pu s'étendre sur un vaste territoire pour devenir un véritable empire. À l'instar des autres empires, ce sont les soi-disant alliés extérieurs, notamment les Portugais, qui vont l'affaiblir par l'introduction d'armes à feu, la politique de diviser pour régner et surtout la pratique sans retenue de l'esclavage. Le Monomotapa détenait des terres riches et fertiles qui regorgeaient des ressources énormes. Malheureusement, ce don de la nature n'avait cessé de lui causer des ennuis. La concupiscence des ressources agricoles et minières poussa l'Empire à entrer dans un conflit contre le Portugal. Toutefois, les Portugais réussirent à retourner certains fils du Monomotapa et certains royaumes vassaux contre le pouvoir central. Rappelons aussi que le Monomotapa n'a pas été en mesure de produire de grands dirigeants capables d'anticiper ces combines, ces ruses et cette duplicité des nouveaux venus qui finalement a été fatale pour eux. Et encore une fois, une leçon pour l'Afrique actuelle de tirer des leçons de ces déclins dans cette Afrique du XXIe siècle qui est de plus en plus convoitée par des impérialistes qui ne veulent pas lâcher le morceau. En conséquence, donc, le Monomotapa s'effondra au XVIIIe siècle et ne devenant que l'ombre de lui-même jusqu'à la conquête coloniale au XIXe siècle. Les Portugais vont garder une bonne partie avec le Mozambique et puis les autres parties vont être sous domination britannique, à savoir l'actuel Zimbabwe qui formait la Rhodésie du Sud et la Rhodésie du Nord, Zambie, mais aussi une partie du Malawi qui est encore aujourd'hui, qui était une colonie portugaise et aussi britannique, excusez-moi, et qui est aujourd'hui un pays d'expression anglophone également. Voilà qui finit notre présentation sur le Monomotapa. Je vous remercie et la prochaine fois nous parlerons d'un autre grand empire de l'Afrique médiévale. Merci, bonne journée.